Bonjour les amis. Nous souhaitons la bienvenue sur les antennes de Trois Lunes Diffusion avec un coach inspirant et authentique, Cédric Junio. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, moi j'ai eu le plaisir de te rencontrer lors de la formation de La richesse est en vous, Ouais. proposée par Aska Édition. Et tes points de vue pertinents et puis ton authenticité surtout m'ont donné envie de t'inviter ici Mhm. pour que tu nous partages ton expérience de coach. Il va falloir que je sois à la hauteur alors, hein. Oh, je pense il y aura, j'ai pas de souci à me faire. Je vais essayer de te présenter sans te limiter, hein, chose qui Mhm. n'est pas facile. Tu es coach avec plus d'une dizaine d'années d'expérience. Ouais, Tu 20 ans, ouais. accompagnes C'est 20 ça. ans, voilà, je suis à 10 années près. Tu accompagnes les entrepreneurs, les coachs aussi, les chefs d'entreprise. En fait, tu Ouais, accompagnes toutes les personnes désireuses d'accomplir leurs projets. Tu es également préparateur mental aussi pour la performance professionnelle. c'est ça. Tu utilises des méthodes telles que l'approche de Gallup pour les talents, Mhm. Mhm. les lois du succès de Napoléon Hill, Tout à l'ikigai fait. et tant d'autres méthodes, hein. Mhm. On peut dire que tu as plusieurs cordes à ton arc pour accompagner les gens qui veulent changer et qui veulent se connaître et développer leurs talents. Est-ce que Cédric, tu voudrais ajouter quelques mots à ta présentation? Ah, c'est déjà une présentation riche. Alors effectivement, des fois on peut se dire si on parle un petit peu de tout ce qu'on peut faire, on va avoir le sentiment que bah tiens, est-ce qu'on peut s'adresser à tout? Bah, évidemment, on peut pas s'adresser à tout, et en même temps, bah, évidemment, 20 ans, quand c'est une passion. On va explorer plein de choses. On va explorer des choses pour des routes que soit on identifie comme n'étant pas les bonnes, Tout à fait. soit des routes qu'on va parcourir un petit peu, qui vont nous amener à des nouveaux carrefours, qui vont nous permettre de découvrir des nouvelles choses et de faire des nouvelles orientations. Puis également des voies, on pourrait dire, d'excellence ou sur lesquelles, bah, là, ça, entre guillemets, ça change notre vie, ça change notre perception. Donc, j'ai exploité mes talents et effectivement, ça m'a permis d'aller explorer pas mal de choses. Et aujourd'hui, effectivement, mes deux focus sont d'un côté les entrepreneurs, D'accord. surtout les entrepreneuses, parce que c'est quand même 95% de mes coachés sont des entrepreneuses, D'accord. et tout un volet sur les équipes, améliorer l'organisation de fonctionnement. Donc ça commence à deux, entre associés, Tout à et fait. ça va jusqu'à des équipes qui peuvent aller jusqu'à mes plus grosses équipes que j'ai accompagnées, c'est 70 personnes. Oh, Pour les équipes, puis après, il y a aussi les organisations, évidemment. Voilà. ok. Bon, bah écoute, en tout cas, moi je suis très, très heureux, hein. C'est vraiment Moi aussi. que tu puisses nous partager ton expérience. L'idée de notre échange, au fait, c'est un constat que je suis parti. Avant d'échanger avec toi, je connaissais pas le métier de coaching. Hum, Donc, c'était, bon, j'entendais coaching, ok, bon, il y a un peu de tout. mhm, Et je suis dans cette démarche aussi de travailler personnellement sur mon évolution. mhm, Et j'avais cette croyance, peut-être pas, je caricature, hein, un peu limitante, qui disait peut-être qu'avec une vidéo YouTube, un livre, quand on expérimente, on peut peut-être aller exploiter son talent. Effectivement, à un certain moment, on accumule des connaissances dans des livres, et pour les plus motivés, on passe à des formations, hum. études payantes. Et pour les encore plus motivés, j'ai l'impression que se faire coacher, c'est encore un palier en plus qu'on on arrive à viser nos objectifs de façon précise. Donc, c'est pour ça que je suis content de t'avoir eu, parce qu'en off, on a déjà échangé. C'est pour Mhm. ça que j'ai cet éclairage avant de faire cette interview. Et si toi, tu dois définir le mot coaching pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Alors, je vais donner ma définition, et puis si tu D'accord? veux aussi, on pourra parler euh, des différentes formes de coaching, parce que Tout comme à tu fait. l'as dit, c'est un terme qui est utilisé à un petit peu toutes les sauces. Tout à fait. Alors, je suis pas de ceux qui disent il faut absolument préserver un titre, c'est comme ça arrive dans, dans de nombreux métiers, parce Tout que à je fait. pense qu'il y a d'un côté une posture et de l'autre un métier. Et c'est deux choses qui sont pas exactement pareilles. Alors, pour moi, la définition du coaching, bah, on pourrait dire que c'est un espace confidentiel
bienveillant que le coaché s'offre pour réfléchir, pour faire le tour, pour regarder sous différents angles un sujet important pour lui et qu'il souhaite transformer, et ce, avec l'appui d'un tiers qui a 100% confiance en son potentiel. D'accord. Donc là-dedans, je parle de beaucoup de choses. Je parle déjà du cadre dans lequel le coaching va s'effectuer. Euh, Comme je dis, c'est un espace cet espace de coaching, c'est un espace dans lequel mon rôle de coach, c'est de poser les questions pour faire émerger les réponses du coaché. J'ai une de mes mentors en coaching qui dit le coaché est intelligent. Elle dit ça souvent dans les formations pour rappeler que on n'est pas là dans une relation avec un enfant. Tout à fait. C'est une relation adulte-adulte, responsable-responsable, et sur lequel notre rôle de coach va être de faire émerger chez le coaché ce qui se passe pour lui, en lui, et ce, en étant respectueux de ses ressources. Tout à fait. Quelqu'un qui peut faire un 100 mètres je sais pas trop les temps des 100 mètres, mais je vais dire L'enfant n'importe quoi. Usain Bolt, c'est 9 secondes. Voilà, 9 secondes. Allez, merci. Merci de C'est ton les aide. performants. Donc, celui qui peut faire un 100 mètres en 9 secondes, on va pas lui dire, allez, vas-y, fais-le en 12, fais-le en 12. Ça va pas le motiver. Non. Donc, lui, peut-être qu'on va le faire à 8,5, par exemple. Tu vois, si c'est son objectif, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important. Quelqu'un qui peut faire le 100 mètres en 15 secondes, on va pas lui dire, vas-y, fais-le en 9 secondes. Tout à Ça fait. va pas marcher. Et en même temps, il pourra pas. Et s'il pourra pas, et s'il est trop loin de son objectif atteignable, il va se décourager. Donc, c'est d'être en fonction des ressources, d'être dans ce cadre, du coup, comme j'en parlais, qui est avec le libre arbitre, parce que c'est au coaché de choisir ce qu'il a envie de faire, ce qu'il ne veut pas faire, la confiance, la confidentialité, l'authenticité, parce qu'on a l'habitude de dire que la réussite d'un coaching est très liée à l'authenticité. Pourquoi? Parce que, évidemment, en fonction de ce que tu vas dire, ça va orienter le coach. Et Ouais, le coach, il va aller en fonction des éléments qu'on lui transmet. Et si on lui transmet pas les bonnes informations ou sous-entendu des informations qui sont pas véridiques, tu vois, si on se cache encore derrière qui on voudrait paraître ou ceci, cela, c'est ça. ça permet pas de révéler sa vraie nature. Parce que de toute façon, soyons clairs, tout le travail du coaching, toutes les révélations qui se font chez quelqu'un s'appuient sur sa nature profonde. C'est ça. On capitalise pas sur qui on n'est pas. C'est clair. Capitaliser que sur ce, lui ou celle qu'on est. Donc cette authenticité, et la bienveillance. Et sur la bienveillance, donc c'est réciproque, puisque le coach, évidemment, vers le coaché vers le coach aussi, parce que des fois, le coach, il peut l'emmener vers des zones d'inconfort, tu vois, commencer à se frotter à la limite de sa zone de confort. La Quand on gratter. commence à se frotter, on commence à se sentir un petit peu en train de transpirer en se disant putain merde, si des fois il m'amène à dépasser ça, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Puis des fois, c'est aussi proposer justement d'en sortir pour découvrir de nouvelles choses. Ok. Là-dessus, tu vois, j'ai l'habitude de dire le fait d'aller dans ton inconfort, ça veut pas dire danger, c'est dire inconfort. Hein, j'ai bien utilisé ce terme-là. C'est ce qui va pouvoir te permettre de créer des nouvelles zones de confort. Oui, Parce que l'inconfort, il commence bien souvent de par le fait que on sache pas où on est en train d'aller. On c'est sait ça. pas qu'est-ce qui va se passer derrière, tu vois. C'est un peu la porte qu'on n'a jamais ouverte. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça, la Ça nouveauté. se trouve, il y a un monstre. Ça se trouve, c'est le vide. Ou ça se trouve, c'est un monde merveilleux. Donc, c'est d'aller découvrir. Donc, c'est pour ça que la bienveillance, elle est aussi très importante de la part du coaché vers le coach. D'accord. C'est d'y aller, tu vois, oser y aller en confiance et également de la bienveillance, puis souvent là-dessus, de soi-même envers soi-même, parce que bien souvent, les pires avec lesquels on est, c'est simplement soi-même. C'est clair. Et ça, ça va conditionner beaucoup de choses.
si des fois on n'est pas dans la bienveillance. Donc du coup, être dans cette bienveillance, quand on fait des choses, eh bien, on les fait pour les tester, pour les découvrir. On regarde ce qui se passe. Il y a des fois, ça peut être mieux que ce qu'on pensait, des fois comme ce qu'on pensait, des fois moins bien. Ce moins bien, est-ce qu'on continue d'aller dans cette direction ou pas? Et à tout moment, on peut revisiter les choses, tu vois. Tout à fait. Donc, à ce moment-là, ça sera bien de regarder. Et le fait de l'avoir fait, peut-être pas encore avoir atteint l'objectif, déjà rien que d'être passé à l'acte, Hmm, c'était peut-être ça le pas le plus important. tout à fait. Et le deuxième ou le troisième, lui, permettra d'atteindre l'objectif. Et là, ça sera chouette, tu vois. Oui. Donc, voilà, moi j'aime bien qu'on prenne le temps de célébrer aussi ce qui se passe, tu vois. Et cette célébration, elle passe par cette bienveillance de soi-même envers soi-même. Super. Super. Donc, le coaching, pour toi, c'est un cadre aussi rassurant d'échange avec le coaché, avec une posture aussi de responsabilisation du coaché, hein, avec Oui, aussi et ça, la c'est hyper important. confidentialité. Tout à fait. Mhm. Parfait. Et pour toi, comment on peut choisir un bon coach? C'est-à-dire que c'est vrai que de nos jours, on a aussi cette Il y a plein de coachs et prolifération, tout. c'est ça, voilà, c'est ça, Bah oui. ce qui fait aussi un peu peur. Et comment Ben, choisir le bon coach? Et dans moi, l'autre sens, aussi, ouais. comment le coach aussi peut savoir qu'il est à la hauteur de la mission. Donc, comment choisir Mhm. le coach et comment le coach aussi, en tout cas si c'est un coach honnête, comment il va dire, bon, celui-là, je peux l'accompagner. Alors, si j'oublie la deuxième question, tu me la reposes. Je vais. Je la redirai, il n'y a pas de souci. Déjà pour quel coach choisir, je pense qu'il est important de parler un peu de toutes ces différentes facettes qu'on peut trouver derrière ce mot coach ou coaching. Tout à fait. Il y a tout un ensemble d'appellations qui, je pense, sont peut-être pas exactement le bon mot à utiliser et que on prend ce mot-là, soit parce qu'on ne sait pas trop, soit parce qu'on a déjà quelqu'un qui l'a utilisé et on se dit, moi, ce que je veux faire, c'est la même chose, ou etc. Et sur lesquels peut-être que le mot, c'est peut-être plus consulting. Consulting, c'est le fait d'avoir quelqu'un à qui on pose des questions et qui nous donne des réponses, Ok, grosso modo. Mais il n'est pas là par rapport à la mise en œuvre, si tu veux. C'est un peu un sachant, tu vois. On peut avoir le mentoring. Mentoring, c'est plus basé sur l'expérience propre du mentor. Et là, on va pouvoir aller chercher l'utilisation de certaines méthodes, de certaines techniques, des gestes professionnels. Euh, Moi, par exemple, je fais du mentoring en coaching, je fais du mentoring dans l'entrepreneuriat. d'accord. Et là, là-dessus, je vais partager mon expérience et l'expérience de ceux aussi que j'ai accompagnés pour aider quelqu'un à mieux, entre guillemets, appliquer son geste professionnel, que ce soit en tant que coach, que ce soit en tant qu'entrepreneur. D'accord. On a aussi des postures, éventuellement tout ce qui est supervision ou tous ces titres un petit peu comme ça, sur lesquels on va visiter aussi la démarche professionnelle, le geste professionnel, mais en le regardant plus sous l'angle qu'est-ce que ça fait chez toi, par exemple. Toi, dans la supervision, on va pas être dans le geste en tant que tel, parce qu'on D'accord. sera plus dans le mentoring. On va être sur ce qui s'est passé a eu comme effet chez toi, et on va travailler sur les effets chez toi. On est D'accord. plus orienté sur la systémie. Et le coaching en tant que tel, je distinguerai le terme coaching qu'on utilise un peu au sens large du terme et un terme qu'on retrouve de plus en plus souvent qui s'appelle coaching professionnel. D'accord. Coaching professionnel qui est le terme qui est utilisé par les fédérations professionnelles de coaching. D'accord. Donc là-dedans, tu en as deux grosses qu'on va retrouver sur le marché. Une à l'international qui s'appelle ICF, International Coaching Federation. Donc, vous pouvez aller sur le site, chercher sur Google ICF France. Vous allez tomber sur leur site. Et vous avez aussi une fédération professionnelle qui est bien développée en Europe,
qui s'appelle EMCC. D'accord. Je ne sais plus l'acronyme, mais ça parle de coaching, évidemment. EMCC France, pareil, sur Google, et vous allez trouver tout un ensemble de choses qui concernent la déontologie. Donc, c'est suivre une déontologie. C'est suivre aussi des compétences de coaching Tout à fait. sur lesquelles on va avoir aussi des organismes de formation qui vont intervenir dans ce cadre. Et là, ce cadre, effectivement, il est bien respectueux de la définition que je t'ai donnée tout à l'heure, qui est la mienne, qui est pas la leur, mais vous pourrez aller regarder, D'accord. sur lequel on a bien cette posture de un tiers qui aide quelqu'un d'après ses propres ressources, mais il l'aide en lui posant des questions, en faisant émerger les propres réponses et le cadre dont j'ai parlé. En faisant un éclairage. Voilà. Ça va être un coaching qui va permettre à la personne, au coaché, de développer ses propres moyens, d'identifier ses propres ressources pour les mettre au service de son objectif. Et la démarche s'appuie du coup de manière très forte sur où est-ce que la personne veut en arriver. De manière générale par rapport à l'accompagnement, puisque l'accompagnement se fait en plusieurs séances, hein, c'est pas des choses qui se font en une séance, et aussi au sein de chacune des séances. D'accord. Où est-ce que tu veux en arriver? Donc, il y a ce coaching-là, puis après, entre c'est ce que ça n'est pas au sens, c'est une autre posture qui n'a peut-être pas eu le bon usage du mot, C'est ça. le coaching professionnel par ailleurs, et entre ça, il y a toute une zone avec des personnes qui utilisent ce terme. Comme je te parlais, il y a aussi des fois la posture, c'est-à-dire que pour être dans une posture de coach, c'est-à-dire aider quelqu'un simplement le réinterroger par rapport à la mise en œuvre d'un outil, par exemple, Mhm. mais pas répondre à sa place, le faire se poser la question, et qu'est-ce que tu pourrais faire et si tu savais, ça pourrait être quoi? Tu vois, qu'est-ce que des choses qui sont simplement aller toi te reposer la question. Ça déjà, on peut lui donner ce mot de coaching en termes de posture. Tout à fait. Moi, j'utilise ça beaucoup, par exemple, en pédagogie, dans des formations. Pourquoi? Parce que en pédagogie, on a vu comme quoi, j'ai plus le chiffre exact, mais de mémoire, c'est 80% d'amélioration de la rétention des informations de la part de celui qui est dans la posture de coach. Donc, du coup, dans une formation, je fais faire à l'un, puis après, je fais faire à l'autre, parce que ça les oblige à être mobilisés différemment, à faire appel à leurs ressources intérieures différemment, C'est pour ça. pouvoir aider l'autre à se poser les bonnes questions. Tout à fait. Donc ça, c'est une posture de coaching que j'utilise également, mais tu vois, je vais l'utiliser plutôt de manière pédagogique. Donc, euh, entre les deux, voilà, là-dessus, il y a quelque chose d'un petit peu flou qui peut-être mériterait d'être un petit peu clarifié. Clarifié, pas tant sur c'est mon mot ou c'est mon mot, bah, c'est pas ça, et plus pour que ce soit clair sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va adopter comme posture. C'est ça. Tu vois, quand tu vas voir un thérapeute, c'est pas un conseiller. Oui. Donc là, c'est déjà un petit peu plus clair. Là, le coaching, je pense, mériterait de pouvoir être un petit peu mieux clarifié pour que du coup, il y en ait qui soient peut-être plus dans le mentoring, peut-être plus dans le consulting, peut-être plus, ouais, j'ai pas parlé de la posture de formateur, c'est aussi une autre posture, tu vois. Oui, tout à fait. Et ce, pour distinguer, effectivement, qu'est-ce qu'on va faire dans le coaching, qu'est-ce qu'on va faire dans le mentoring, qui est aussi, des fois, une posture qui peut être avec une certaine proximité. Tu me disais, du coup, comment choisir? Ben, C'est en ça. posant les bonnes questions et en se posant déjà soi, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir? Qu'est-ce que je veux retirer de cette relation? C'est ça. Est-ce que je veux apprendre quelque chose? Auquel cas, c'est peut-être de la formation et du mentoring Oui. et peut-être de la supervision et peut-être après du coaching. Oui. Je vois. Pourquoi? Parce que bon, il y a les gestes, on va dire physiques, mais il y a des gestes qui nécessitent aussi d'avoir un certain mûrissement intérieur. Mm. Par rapport à ce mûrissement intérieur, ce qui pour moi est tout à fait le cas dans l'entrepreneuriat, je dis très souvent, c'est un parcours du héros, en fait. Enfin, ou c'est même une succession de parcours du héros Mm. dans l'entrepreneuriat. Tu vois, parce qu'il y a
Il y a des choses à faire. Quand on t'explique, fais une vidéo, construis-la comme ci et comme ça, et après tu la mets sur YouTube, Hmm. qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Je suis Dans le côté technique, rien du tout. Non. Alors, on va me dire, oui, je sais pas faire le montage. Ok, le montage, on peut trouver quelqu'un qui va le faire pour toi. Hmm. Donc, le montage, ça ne fait plus partie de la problématique. Qu'est-ce qui est difficile? Rien. Par contre, pour le faire, en fait, ça va être souvent quelque chose qui va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ouais. Pourquoi? Parce que ça va toucher la confiance en toi, ça va toucher l'image de toi, ça Oui, va, ça ça va va te... toucher ta légitimité. C'est le feu d'artifice, en fait. Tu vois. Oui, oui, Juste au travers ce truc qui peut paraître anodin, en c'est fait, ça. il se passe plein de choses. Ouais, Et du coup, tu peux avoir le formateur qui va t'expliquer des choses. Comment faire? Tu peux avoir le mentor qui va t'aider à aller dans la mise en application. Il c'est va te ça. dire, bah oui, tu poses sur un trépied, tu fais attention, ton trépied, tu le mets plutôt à telle distance, blablabla. Et qui va pouvoir s'adapter à ta situation à toi. Mais sur tout ce qui va toucher la confiance en toi, etc., qui c'est qui va pouvoir faire? Bah ça, c'est le rôle du coach. D'accord. Et le coach, il va être là pour t'amener à regarder les choses différemment, peut-être travailler sur tes croyances, peut-être que tu as des croyances limitantes qui vont faire que ça produit ça chez toi, peut-être que tu as besoin de voir à quoi ça va servir, mais quelque chose qui est plus grand que toi, ou que sais-je, il peut y avoir 1000 pistes qui s'ouvrent, C'est ça. juste au travers de cet exemple, parce qu'il y a ce qu'on doit faire et finalement toutes les choses qui nous freinent. Et le coach, il va plutôt travailler sur ce qui nous freine au sens intérieur. Tout Là à où le mentor, plutôt sur comment le faire au sens d'une technicité. fait. Ok. C'est vrai. Donc, ça dépend de ce que tu veux. Ouais. Et il y a des fois, le coaching, c'est pas forcément la bonne chose par laquelle commencer. Quand tu commences quelque chose, je vois des fois en management. Euh, donc, coaching management. OK. Donc, tu es manager. Oui. Bon, ça va, on commence bien. Et qu'est-ce que tu as déjà fait comme formation en management? Aucune. Hmm. Ah bah là, ça va pas, en fait. Pourquoi? Parce que euh, sur quel référentiel on va s'appuyer? Hmm. Alors, on peut me dire, il y a des personnes qui peuvent naturellement être bonnes managers. Oui, tu peux avoir des prédispositions, mais en même temps, ce manager-là, c'est pas un chef d'entreprise. Dans quel cadre il est? Quel est le Hmm. style de l'entreprise? Enfin, il y a beaucoup de choses que ça va commencer à toucher. Et du Ouais. coup, quel est le référentiel plutôt vers lequel aller, etc. Pourquoi? Parce que tu peux avoir une entreprise qui a toujours recruté ces personnes en étant sur un management un peu à la Taylor, un peu directif, un peu à la papa, Mhm. sur lequel les personnes, en fait, si elles ont été bien recrutées, elles ont été recrutées en conformité avec ce mode managérial. Tout à fait. Et qu'elles attendent ça, tu vois, elles attendent plutôt du je vais au boulot et je suis pas là pour me servir trop de mon cerveau, si tu veux, pour le faire dans le cadre de ce qu'on me dit de faire, mais en même temps, il y a d'autres choses sur lesquelles on me demande pas de réfléchir et du coup, j'y réfléchis pas et ça va très bien comme ça. Si ces personnes, on les met plutôt sur un management à la 3.0 en leur disant, alors, le niveau de délégation sur cette chose, toi, tu le verrais comment? Là, la personne, Ouais. elle dit, il n'y a pas de délégation. Donc, c'est toi qui sais, c'est toi le chef, donc c'est à toi de me dire. Oui, j'entends bien. Alors moi, je te propose un mode managérial, et l'autre, il te dit, mais je n'ai rien à faire de ton style managérial. Moi, C'est je suis ça. là, je suis payé une misère, c'est pour que je ferme ma bouche et que je me serve pas trop de mon cerveau, donc me demande pas. Ou alors, on revisite complètement le contrat, tu vois. C'est ça. Et donc, le style managérial déjà est important. Et donc là, c'est de se dire sur quel référentiel on s'appuie. Après, dans la mise en œuvre de ce référentiel, de travailler sur comment ça se passe, que ce soit à l'intérieur du manager, que ce soit dans ses interactions avec ses managers, là, il y a du travail de coaching. D'accord. Mais avant ça, là, c'est peut-être un peu trop tôt. Hmm. Euh, Après, il y a des choses qui sont un peu au carrefour. Ouais. Par exemple, quand on travaille sur les talents, D'accord. pour moi, c'est un outil qui devrait commencer, on devrait commencer ça
quand on est au lycée, à mon sens, hein. Oui, oui, On peut même faire des choses avant, mais au lycée, ça serait le plus tard, on pourrait dire. Quand on travaille sur ces talents, là, on va travailler sur les identifier. Donc, on va être plus dans une démarche de formation, de mentoring. Et après, on va commencer à travailler sur comment est-ce que le coaché peut mettre ses talents au service de ses défis, tout à au fait. service de sa vie. Et là, on rentre dans du coaching, tu vois. Ok, On peut le faire effectivement sous l'axe managérial également. Mais encore une fois, c'est bien quand il y a une entreprise qui est en train de se rechercher ou quand c'est une petite entreprise ou quand c'est un entrepreneur. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, là, ça va être génial. Au sens où, du coup, s'il n'a pas de référentiel, il a les référentiels peut-être des situations qu'il a déjà vécues, avec des bonnes situations et des moins bonnes situations. Mais là, ça va lui permettre de découvrir quel est son style. Et ça, en s'appuyant sur ses talents. tout à Et fait. comme dans les 3 responsabilités du chef d'entreprise, c'est où va la boîte, la culture d'entreprise, là on voit bien le rattachement par rapport à cette nécessité de se connaître, parce que ta culture d'entreprise, elle a ton image d'entrepreneur, et la bonne personne au bon endroit. Et là, c'est bien sûr en lien aussi avec son style managérial. C'est ça. Là, on voit comme quoi c'est effectivement intéressant. Voilà, donc, tu vois, c'est tout ça pour dire que la question, c'est pas ni blanc ni Ni noir, noir, tout à fait. c'est qu'est-ce qu'on veut faire, À quel où niveau est-ce on se qu'on en est, situe? C'est voilà. ça. C'est ça. Quelle est notre situation, effectivement. Une situation entrepreneuriale, ça va pas être la même chose que salariale. Salariale pour faire quoi? Dans quel but? Entrepreneurial pour faire quoi? Dans quel but? Et là, du coup, de choisir le bon outil. Mais du coup, il y a des fois, ça peut paraître flou. Oui, Moi, ce que j'encourage à faire, c'est appeler, discuter avec les personnes. c'est ça. Pour les coachs, bon nombre de coachs proposent, tu sais, un appel de 30 minutes pour justement faire le point de la situation, voir si effectivement lui, il est en adéquation, et du coup, proposer une intervention en fonction de ce que veut la personne, si c'est dans ses cordes. Alors, comment savoir si c'est dans ses cordes? C'était ta deuxième question, C'était tu vois. la deuxième question, tu l'as retenue. Super. Ouf! Pouf, pouf. Ah ouais, non, parce que tu as vu, des fois, je suis un peu fractal dans mes pensées, Non, mais ce que j'appelle la pensée brocoli, mais bon, c'est c'est bon pour la digestion. ouais, c'est ça. C'est plein de fibres. Le coach, déjà, c'est d'être clair, d'amener à être clair sur l'objectif du coaché. Et la première chose, c'est là, en fait, c'est que si pour le coaché, si le coaché ne sait pas, enfin, potentiel coaché, ne sait pas là où il veut aller, bon, euh, soit c'est vraiment trop flou, auquel cas lui dire, bah voilà, peut-être aller regarder ceci, peut-être aller regarder cela. Faites un peu votre petit cheminement, posez-vous les questions pour savoir où est-ce que vous voulez aller. Et après, revenez me voir, tu vois. Euh, Ça peut être aussi des fois, tu vois, des personnes qui, là, j'ai 3 chemins possibles, je sais pas lequel choisir. Oui, Ça, c'est une situation qui peut nécessiter ou pour lequel le coaching peut être intéressant. oui, Donc là, auquel cas, l'accompagnement peut être pour clarifier justement vers où aller. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas, je sais pas lesquels lesquels 3 choisir. Et puis en même temps, ben, on verra du coup en fonction de ça, là où est-ce qu'on va s'installer géographiquement. Alors pour mes aspirations en termes d'ambition salariale, bah, ça va dépendre. oui, oui, Là, faut clarifier les choses petit à petit. Ça peut être quelque chose d'intéressant, effectivement, à aborder via le coaching, puisque là, le coach va amener la personne à clarifier petit à petit, et ce, en s'appuyant sur ses propres ressources, faire éveiller ses propres désirs. Et là, effectivement, on peut avoir des outils qui vont permettre d'aller chercher qu'est-ce qui est vraiment important, quels sont les domaines de vie, là où tu en es, là où tu en aimerais arriver, tu vois. Et commencer à permettre de clarifier pour que la personne puisse voir mieux clair, plus clair sur sa situation, sur ce qu'elle voudrait, et du coup pouvoir en faire émerger quelques chemins qui permettraient d'atteindre cet objectif et en même temps de clarifier cet objectif éventuellement.
Donc, est-ce que déjà le coaché C'est clair. potentiel est en Hmm. posture d'être coaché? D'être coaché, tout à fait. Et ça va avec ce qu'il attend du coaching. Parce que s'il attend un mentor ou s'il attend un consultant, Hmm. ben là, faut être clair. Donc, c'est soit ça peut faire partie des prestations que tu fais, Tout à fait. soit pas. Oui. Et là, auquel cas, réorienter la personne, comme on fait en thérapie, comme on fait en coaching. En coaching, par exemple, on ne fait pas de thérapie. Oui. Tu vois, la différence entre le coaching et la thérapie, c'est que le coaching, on est orienté sur l'objectif que la personne veut atteindre. Tout à fait. La thérapie, bien souvent, on va être orienté sur, ou en tous les cas, on va prendre en compte sur ce qui s'est passé et essayer de comprendre ce qui s'est passé avant. Hmm. Donc, le coaching, nous, on est orienté solution. Hmm. Donc, déjà, c'est aussi, tu vois, d'être clair sur cette posture. Posture. Euh, c'est aussi la manière dont le feeling va passer. Tout à fait. Parce que une fois qu'on s'est posé toutes ces questions de est-ce qu'il est suffisamment mûr, est-ce qu'il est orienté vers la bonne approche, la bonne méthode, C'est ça. coaching, mentoring, consulting, formation, pourquoi pas thérapie ou etc. Une fois que tout ça c'est fait, après il y a aussi l'intuitu personnel. Est-ce que ça passe? Oui. Et ça c'est une question qui est importante de la part des deux parties. Hmm. Le coach, il faut qu'il se sente à l'aise avec son coaché. D'accord. Ça, c'est essentiel parce que toi, c'est surtout par rapport à la bienveillance. S'il doit commencer à se poser des questions sur ah oui, mais ça, comment il va le prendre, etc. Alors, bien sûr que le coach s'adapte à son coaché. Il n'est pas là pour lui faire mal entre guillemets, tu vois, ou le bousculer trop fort. Mais il faut que le feeling passe bien. C'est aussi d'avoir confiance ou d'avoir la projection de qu'est-ce que peut devenir son coaché. Hmm. Ça, c'est important. C'est-à-dire que si un coach a une vision dévalorisée, on va dire, de son coaché, c'est qu'on n'est pas dans la bonne relation. Hmm. Tu vois, j'en parle dans ma définition, c'est justement que le coach ait bien 100% confiance dans le potentiel de son coaché. Oui. Ça, c'est nécessaire. Et souvent, les gens me disent, ah, mais je pensais pas que... Je dis, mais moi, je te vois encore plus grand que ça. Ouais. Ben oui, mais c'est ça qui est important. Tu vois. Ouais. Si je vois pas mon coaché au moins aussi grand que là, ils vont en arriver, voire plus grand, c'est que je suis pas la bonne personne. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important et c'est une question intime pour la part du coach et qu'il faut vraiment se poser et sur lesquels, si des fois c'est pas en conformité, de dire, écoutez, moi par rapport à votre situation, je me sens pas, ou etc. Tu vois, juste de parler de soi en disant, ben, Oui. je pense que ça serait bien que vous alliez voir un autre coach ou peut-être En pourquoi mentoring pas ou en recommander des consultant. personnes. Alors Hmm. ça, tu l'as par rapport à la posture, donc ça c'est important. Ça, Hmm. faut le faire. Ça, c'est une réorientation, on va dire, classique. D'accord. Euh, Tu sais que moi, quand je peux intervenir en coaching et en mentoring, je précise bien que c'est aussi au coaché de me dire qu'est-ce qu'il attend. Donc, de poser la question. Et de la même manière, moi-même, il y a des fois, je peux changer de casquette. Ouais. Parce que il y a des fois, il y a des choses qui sont nécessaires à savoir, à connaître, avec différentes options. Tout à fait. Et c'est pas parce que ça sort de ma bouche que c'est la vérité absolue. Hmm. C'est la mienne, ça c'est sûr. J'apporte le meilleur de ce que je connais et de ce que je peux apporter. Tout à Et fait. en même temps, c'est remettre aussi la personne dans sa responsabilité de choix. De Hmm. dire, voilà, c'est quelque chose qui t'est proposé. Et tu le prends ou tu le prends pas. Hmm. Tu vois, c'est à toi de faire. Mais là, du coup, une fois qu'on a écarté ça, c'est plus pour, entre guillemets, se sortir du jeu sans abîmer le potentiel coaché. Oui. Aussi. Parce que si on lui dit oui, bah écoute, moi je te vois quand même beaucoup, beaucoup en dessous de, alors, on est en train de Bah, lui mettre des croyances dans la tête sur c'est ça. lesquelles ça va pas. Oui. Parce que la raison, on ne sait pas forcément exactement quelle est la raison
peut-être qu'il nous rappelle quelqu'un avec qui on a encore des histoires à résoudre, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et auquel cas, bah déjà, bah nous, on va être branché sur ce qui nous fait comme effet, Mm. plutôt que sur l'individu qu'on a en face de nous, qui n'a rien à voir avec la personne à qui ça nous fait repenser. Mm. Mais on est quand même obligé de faire en fonction de ça, si tu veux. C'est que on est sensible comme tout à chacun. Par rapport à ça, bah oui, des fois, on peut être confronté par des personnes sur lesquelles bah, la vie, elle nous invite à régler, entre guillemets, les choses qui traînent encore peut-être dans le sac à dos, tu vois. C'est ça, Et, euh, et remercier cette personne bah, d'être venue nous réveiller, entre c'est ça. guillemets, sur un sujet, mais que là, on ne sera pas la personne la plus adéquate pour pouvoir l'accompagner. Super. T'as quand même relevé pas mal de choses là en connexion qui m'ont beaucoup aussi parlé là tout de suite, hein. Le fait de croire Mhm. au potentiel du coaché, ça c'est aussi une façon de dire que le subconscient communique aussi, même si on le dit pas. Si Ah, le c'est clair. coaché ne le dit pas, bah, son subconscient fait que ça freine tout ce qu'il peut donner son maximum. Si c'est comme un avocat hein, qui croit pas À son il client. croit pas à l'innocence de celui qui l'accompagne, forcément. Il aura beau être compétent, je veux dire, sa crédibilité va en souffrir. Et aussi, le fait aussi d'aller aussi gratter ce qui nous gêne avec cette bienveillance. Mais en Mhm. fait, la posture effectivement, le coaché peut ne pas être prêt. Est-ce qu'il est prêt aussi à voir tout ça? Bon, après, il y a le travail du coach aussi qui peut l'amener au départ. Il arrive pour un problème ou pour en tout cas un projet et voir que c'est vraiment le problème, le blocage ne vient pas de là, mais aussi il Mhm. y a cette démarche aussi de vouloir aller élargir sa zone de confort. Sinon, on aura voilà, justement, dans toute démarche, si on veut évoluer, il faut élargir cette zone de confort, comme tu disais. Mhm. Donc, c'est excellent comme approche. Ça nous apprend pas mal sur le coaching. Justement, j'allais rebondir. Est-ce que pour toi, quelqu'un qui pense que tout va bien dans sa vie, euh, c'est vrai que je caricature, hein, mais qui pense que tout va bien dans sa vie, est-ce qu'un coaching peut le faire évoluer ou s'il estime que tout va bien, pas nécessairement. Par exemple, tu entames un projet, effectivement, ça revient aussi à la définition que tu avais, le mentoring, le consultant et le coach. Ouais, voilà. On peut avoir besoin de tout ça. C'est que ça peut, alors ça va dépendre. J'ai deux choses qui me viennent en tête, que je vais te partager. Vas-y. Euh, une, c'est quand je me suis spécialisé dans l'accompagnement entrepreneurial, j'ai vu que j'avais un fort taux de personnes qui continuent leur activité au-delà des 5 premières années. D'accord. Et ça m'a posé des questions, puisque quand j'ai commencé, à l'époque, n'existait pas le statut d'auto-entrepreneur. Tout à fait. Et du coup, ça clarifiait assez bien les chiffres de l'entrepreneur entre les boîtes qui commençaient et les boîtes qui fermaient. Pourquoi? Parce que si tu ne fermais pas alors que tu n'avais pas d'activité ou pas suffisamment d'activité, de toute façon, tu étais quand même obligé de payer tout un ensemble de De charges, charge. notamment tes cotisations sociales, etc. Donc, tu traînais pas 50 ans. Avoir un Aujourd'hui, plan. avec auto-entrepreneur, tu peux être 10 ans sans activité, tu t'en fous. Et du coup, ton auto-entreprise reste immatriculée. Et donc, on pourrait, entre guillemets, sous-entendre comme quoi ton activité a 10 années d'expérience et donc tu n'es pas mort. Tu vois. Oui, et ça fausse les statistiques. Voilà. Ah bah là, là, c'est bien foireux maintenant en Euh, termes de lecture. À l'époque, ça n'existait pas. Et du coup, qu'est-ce qu'on pouvait se rendre compte? C'est que seulement un entrepreneur sur 5 arrivait à dépasser les 5 premières années d'activité. 20%. Et moi, la stat que j'avais, j'étais à l'époque à 80, je sais plus, c'est 91, 93%. Et je me suis dit, c'est quand même une incroyable différence. Et donc, j'ai commencé à en discuter avec les personnes de mon réseau qui faisaient de l'accompagnement de manière professionnelle, aussi à la création d'entreprises, pour voir, eux, ce qu'ils vivaient, ce qu'ils pouvaient constater, etc. Et ça m'a amené à une stat consolidée qui était que pour des personnes qui étaient accompagnées pendant leur projet, donc ce qu'on appelle antécréation, d'accord. pour le mot technique,
à la création, donc la mise en œuvre du projet et pendant les premières années d'activité, c'était 4 sur 5, donc 80%, qui arrivaient à dépasser les 5 premières années d'activité. Waouh. Et alors, cette prise de conscience a été un virage assez important en me disant, mais je ne comprends pas, du coup, pourquoi est-ce qu'on continue à ne pas se faire accompagner pour la création d'entreprise, si tu veux. C'est ça. C'est ça. C'est que tu passes tu multiplies par 4 tes possibilités de succès et tu passes de 1 sur 5, Ouais. 20% à 4 sur 5, 80%. Ouais. Est-ce que les personnes que j'avais étaient toutes, entre guillemets, inquiètes de pas réussir? Non. Est-ce que elles étaient toutes en surconfiance de réussir? Non plus. Mais j'en avais qui étaient en surconfiance et d'autres qui étaient en sous-confiance, on va dire. D'accord. On va appeler ça comme ça. Celles qui étaient en surconfiance, bah, ça leur a permis, et là-dedans, donc on a bien sûr, là on a un mixte entre du consulting, de la formation, du mentoring. En tous les cas, c'était comme ça que je faisais à l'époque. Cette surconfiance, des fois, j'ai une personne par exemple qui me vient en tête et qui voulait reprendre un bar tabac, D'accord. bar tabac et PMU, tu vois. Hmm. Et j'ai dit ok, voilà, ok, pourquoi pas. Et pourquoi? Il dit bah parce que j'ai vu, il y avait un reportage sur M6 sur bar tabac PMU, j'ai vu l'activité de la personne, je me suis projeté dedans, ça m'a parlé, je me suis dit ouais c'est absolument ça que j'ai envie de faire. Je suis ok. J'ai écouté, moi ce que je vous propose, première chose à faire, c'est trouver un ou deux bar tabac PMU qui ressemblent à ce que vous aimeriez, et vous leur proposez de travailler pendant une semaine ou deux avec eux gratuitement, en échange bah, de découvrir le métier depuis l'intérieur. Pas, personne, elle m'a dit, elle m'a pris un peu pour un teubé, tu vois. Je dis, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que là, vous avez une vision de l'extérieur, et là, ça serait important que vous ayez une vision de l'intérieur. Et comme ça, bah, de toute façon, ça va être très clair pour vous, effectivement, si ça vous correspond. La personne est partie en me prenant un peu, je te dis, pour un teubé, tu vois, en le faisant quand même, et bien lui en a pris, Hmm. pour se rendre compte, après ces 2 semaines, donc elle a fait 2 semaines dans un bar tabac, en revenant de ces 2 semaines en disant merci, grâce à vous, je n'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie. Ouais. Ben oui, et c'est ça le rôle aussi qu'on Ouais. peut avoir, c'est d'amener à regarder les choses de certaines manières. Souvent on parle des angles morts, tu sais, c'est comme quand on est en voiture, Tout à fait. ben on a des angles morts. C'est pas parce qu'on n'a pas des rétros, on a déjà 3 au moins, tu vois. Ah ouais. Mais malgré ça, il y a des angles morts en fonction de la vitesse, en fonction de la direction dans laquelle on est, en fonction de qui est à droite, qui est à gauche, est-ce qu'on est sur une autoroute, sur une double voie, ou etc. Ça va changer complètement les paramètres. Et par rapport à ça, bah oui, on peut encore avoir un accident malgré Ouais. toute la panoplie qu'on a, toute l'expérience qu'on a, parce qu'on va être dans un nouveau contexte. Prends l'exemple, tu vas en Angleterre ou tu vas en Thaïlande, tu conduis dans le sens opposé de la France. Ouais. Et ben là, tous tes réflexes sont différents. Donc, tu peux avoir fait beaucoup de choses, tu peux avoir été intrapreneur, donc entreprendre des choses au sein d'une entreprise de laquelle tu es salarié. Mhm. Malgré tout ça, quand tu vas entreprendre, tu vas dans une autre Dimension. configuration, une autre situation. Hmm. Et là, bah, il y a des fois des réflexes qu'on perd un petit peu parce que voilà, on est plus dans ce qu'on voit que ce qu'on voit pas, et louper du coup ce qui est en train de se passer dans les angles morts. Donc ça sert à ça. Euh, l'autre exemple auquel je pensais, euh, j'ai perdu. Ça, Repose-moi ta question, ça va revenir. une personne qui pense que tout va bien. Ah oui, que tout va bien. Oui. Est-ce qu'il Ah bah avait... tiens, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, en préparation mentale pour les entreprises, une des choses que je trouve exceptionnelle, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois ça fait un peu
Un arrêt, tu sais, c'est un cas typique. Alors on peut l'appeler engagement au travail, on peut l'appeler bien-être au travail. Tout ça, c'est la même chose en fait. Hein. Si Oui, tu te sens bien, tu seras engagé. Donc, c'est clair. ça va avec. Et là-dessus, tu as plein de personnes, c'est qui se disent ouais, j'ai fait le tour de mon boulot, ou je me sens plus bien là où je suis, ou etc. Et qui veulent changer de métier ou d'entreprise ou de métier. Et là-dessus, moi, je les amène à d'abord travailler avec un outil que j'appelle bien-être au travail, qui va, en fait, on a 7 axes de motivation qui vont jouer sur la manière dont on va sentir au travail. D'accord. Donc, on fait le bilan de ces 7 axes, puis après, ben, on va commencer à travailler sur, généralement, l'axe le plus bas pour ben, commencer à mettre en œuvre des choses, puis après, on va s'occuper au deuxième, etc. Puis après, ajuster pour remonter, entre guillemets, notre ressenti vers le haut. Et, euh, et donc là-dessus, j'ai quelqu'un qui se prête au jeu parce que c'était moi je passais ma certification et, et donc, euh, un collègue, ami, parce que on travaille un petit peu sur toutes les dimensions ensemble. D'accord. Et il me dit bah ouais ok. Puis je commence donc à faire l'évaluation. Et là c'est 9, 9, 10, 9. Je, je sais plus, c'était peut-être un 8 ou un 9, je ne sais plus, un truc qui était entre guillemets un petit peu plus bas ou Sur 10, c'est ça? ouais, sur 10. Sur D'accord. 10. Et là, je me disais, à quoi ça va servir en fait, tu vois? Parce que là, c'était déjà Oui, vachement haut, si tu veux, tu vois. c'est pas mal. Ah bah oui, c'est même très bien, si tu veux, tu vois. Déjà, quand tu te sors un 9 sur 10 par rapport à chacun de ces axes, pardon, et même à 8, hein, Ouais, c'est déjà excellent. Et on a travaillé sur, je sais plus ce qui était un 8 ou un 9, mais enfin bon, là-dessus. Et en fait, ça lui a ouvert tout un ensemble de choses. Toi, c'est l'amélioration, c'est-à-dire que de très bien, l'écart que tu as entre le très bien et l'excellent, euh, le pas entre les deux est pas forcément très long. oui, Ça dépend un peu de la situation et est-ce qu'on s'appuie ou pas sur ses talents. tout à Mais fait. l'impact est un impact phénoménal, en fait. Considérable, ouais. Ouais, Et donc, on a travaillé sur son 8 ou sur son 9 sur 10. Et en fait, ça a révélé plein de choses sur des choses sur lesquelles il était déjà très satisfait, mais sur lesquelles il pouvait encore être encore plus satisfait. Et cet encore plus satisfait pouvait donner des impacts fous. Et c'est ce qui s'est passé. excellent. Donc ça m'a aussi, tu vois, remis un petit peu à ma place en me disant, parce que dans le coaching, on va dire, on a deux grandes familles. On a le coaching pour se mettre à faire quelque chose qu'on ne faisait pas, Tout à fait. et le coaching qu'on appelle coaching de performance, qui est mieux faire Ce qu'on fait déjà. quelque chose qu'on fait déjà. D'accord. Donc là, on était sur la performance, et sur toi, ce haut de performance, là, j'ai appris des choses, parce qu'effectivement, ça m'a montré que, bah oui, en fait, de très bon, on peut encore améliorer, et l'impact va être en plus proportionnel par rapport à là où on en est, tu vois. C'est un peu presque exponentiel, on pourrait dire, Oui. tu vois. Et puis le très bien, la définition du très bien est aussi limitée à ce qu'on connaît, à ce qu'on C'est ça, pense aussi connaître. Donc c'est forcément, ça. notre très bien d'aujourd'hui peut être très bien parce que on en est là. Et donc si avec un Absolument. éclairage extérieur bienveillant au bon moment qui touche le bon endroit, bah, notre zone étant élargie, notre très bien d'avant bah, va passer au niveau passable, peut-être en termes de proportion, et notre très bien de maintenant devient l'excellent de notre hier. Donc Absolument. forcément, ça répond parfaitement à cette question où quand on pense que tout va bien, on pense par rapport à où on en est et ce qu'on sait. Et effectivement, un coach extérieur au bon moment, au bon endroit peut nous éclairer parce que j'ai fait aussi le constat hein, que autour de nous, on a les gens qui nous aiment ont deux postures en général. Mm. Soit ils ont trop peur pour qu'on se plante et ils nous disent attention, attention quand on entreprend Mm. de nouvelles choses. Soit ils nous aiment trop
et que à chaque fois qu'on bouge une petite pierre, c'est oh, t'es le meilleur, t'es le. Et donc, leur jugement est souvent biaisé. Mhm. Donc, c'est soit c'est trop peur et donc ça inhibe tes peurs. Ça, c'est pour s'en défaire, je trouve c'est beaucoup plus facile parce que tu reconnais les peurs. Ou ceux qui ont cette tendance à idéaliser, ah, mon fils c'est le meilleur ou mon frère c'est le meilleur, il a sorti une vidéo YouTube, ça y est, il a 20 vues, c'est excellent, ou il a fait son premier 1000 € de chiffre d'affaires, c'est un Mhm. boulanger-pâtissier, ils sont fiers. Et Mhm. donc, quand l'entrepreneur peut-être ou peu importe la personne se cantonne à ça, eh ben, ses possibilités ils voient pas le potentiel qu'il y a derrière. Et en Mhm. coaché peut venir, du coup, notre très bien de la vision qu'on a autour de nous par notre entourage va changer. Donc, effectivement, quand on pense que tout va bien, on pense que tout va bien avec notre perception du moment. Et Tout à le fait. coach aussi change notre perception. Et donc, notre très bien, c'est une question d'échelle, hein. Donc, c'est excellent. C'est ça. Et en même temps, alors il y a des fois, ça peut un petit peu gratter, effectivement, toi, quand on Oui. est dans une situation avec un entourage qui nous dit c'est génial ce que tu fais, etc. Alors que c'est peut-être, on va dire, entre Hmm. guillemets, bien, Normal. tu Oui. vois. Enfin, normal, oui, la normalité, c'est un C'est terme oui, oui, oui. un peu Pour tout. flou, mais Oui, oui. qui est bien, peut emmener des fois dans une surconfiance qui est intéressante, au sens où, par exemple, tu vois, ça va renforcer la confiance en soi, etc. Par contre, peut-être que ça va pas forcément nous amener à prendre les bonnes décisions. Oui. Et c'est là où un tiers extérieur peut être intéressant pour dire continuer à capitaliser sur cette confiance et en même temps peut-être en amenant à approfondir certaines choses pour que la personne se rende compte que bon là-dessus il y a peut-être encore du travail à faire ou etc. Tu vois, dans cet accompagnement dont je te parlais à une époque, ça passait aussi par une espèce d'aval, tu sais, de ma part. Et moi, je me suis toujours refusé à le faire, entre guillemets, officiellement, tu vois, en disant, euh, si, moi je dis la personne qui est accompagnée comme quoi son projet, il est pas mûr, il est pas bon, je vais devenir un con parmi les autres. C'est-à-dire que lui, il va me voir comme un opposant. Oui. Il va pas voir ça comme une bienveillance. Et moi, mon travail, c'est de l'aider à prendre conscience que là-dessus, il y a peut-être encore des choses à creuser, que là-dessus, visiblement, c'est pas la bonne direction, ou etc. Mm, Toi, c'est la personne dont je parlais tout à l'heure, avec son exemple du bar tabac PMU. mm. C'était que lui, il s'en rende compte. D'autres personnes, c'était des fois même qu'on mis de l'argent. Rappel d'un, je dis, t'es conscient que là, tu mets de l'argent et t'as pas encore réglé ça. Il me dit oui, mais je le sens, machin, etc. Ok, si t'es ok pour que éventuellement tu les perdes, tout va bien, si tu veux. Il dit oui, je prends le risque. Finalement, l'affaire ne s'est pas faite, hein. Mm. Et il me dit merci de m'avoir remis, Ouais, ça m'a évité d'en refaire d'autres. Et en même temps, bah, effectivement, c'était pas encore le bon moment de faire ce type de dépense. Enfin, ce qu'il a pensé être un investissement, mais qui s'avère une dépense, puisque bah, finalement la reprise d'entreprise ne s'est pas faite. Et ça, il s'en est rendu compte après. Ou une fois, on m'a appelé, on me dit oui, alors voilà, donc je viens de racheter, je viens de signer pour un fonds de commerce, donc c'était une espèce de snack. Et je me souviens plus où c'était, mais enfin bon. Et il me dit qu'est-ce que je dois faire? Je dis bah là, ma première réaction, c'est de savoir comment vous pouvez vous retirer de l'affaire. Bah oui, parce il y avait rien, si tu veux, on était en possession d'aucune information qui permette de savoir si c'était plutôt intéressant ou pas intéressant, tu vois. Oui, Et enfin, pour des histoires, toi, il y en a mille oui, il comme y en ça, a. mais c'est, c'est effectivement de- d'avoir conscience des choses le plus possible, euh, tout en ayant envie que quelqu'un nous accompagne pour cela. Parce que bah, des fois, quand tout va très bien, bah, du coup, on ressent pas d'envie.
c'est bien de se poser la question, de savoir est-ce que je suis objectif, etc. Mais ça, tu vois, enfin, un chef d'entreprise, par exemple, ça doit devenir le plus instantané ou le plus instinctif possible. Et si c'est pas instinctif, c'est de le mettre dans son agenda pour se reposer la question régulièrement. Mm. Et du coup, en fonction de ça, de se dire bon bah là-dessus, je sais pas, donc je vais peut-être le faire. Tiens, j'ai l'impression que bah voilà, j'ai un plafond de verre là, comme un plafond de verre. Ça fait 3 ans que j'arrive plus à faire progresser mon chiffre d'affaires. J'ai essayé des choses, ça fait pas bouger les choses. Ce serait peut-être bien. C'est pas que ça va pas bien, Mm. ça va bien. Tu vois, je vis bien, je génère du bénéfice, etc. Mais là, par rapport à ce que je pense que je pourrais faire ou ce que j'ai envie de faire, parce que ça peut être aussi une envie. Ben là, peut-être qu'il faut que je fasse appel à quelqu'un qui va m'aider à prendre un peu de recul sur ce qui se passe. Tout à fait. Mais il faut être dans la démarche d'avoir envie de le faire, parce que c'est pas le coach qui aura envie à la place du coaché. Tout à fait. Mm. Bon. Euh, et donc, alors, ça revient aussi à notre point de convergence Mhm. qui nous a permis de nous rencontrer. Comment utilises-tu les lois du succès de Napoléon Hill dans tout ça? Même si on ne peut pas sectoriser parce que tout se confond finalement. Mais C'est ça. je préfère quand même mentionner le nom de Monsieur Hill dans notre échange Oui. pour savoir comment tu... Alors moi, ça reste dans mon fond, si tu veux. D'accord. Napoleon Hill, je suis devenu fan il y a 30 ans. J'étais presque pas né. Voilà, bon, on doit avoir quelques années d'écart. Euh, je suis devenu fan il y a 30 ans. J'ai consacré pas mal de temps de ma vie. J'ai lu à peu près tous ses ouvrages. Il y a à peu près c'est peut-être un ou deux trucs que j'ai pas vu, tu vois. D'accord. Mais bon, voilà, tu vois, j'ai même pris d'abonnement à la bibliothèque, la BNF, tu sais, à Paris pour un abonnement entreprise. Ça te permet d'accéder aux mêmes archives que les chercheurs Ah et oui. d'avoir accès à des vieilles choses. Aller aussi commencer à étudier ceux qui ont influencé Napoleon Hill. Waouh. Un sur lequel je m'intéresse beaucoup, c'est Prentice Mulford qui s'appelle, Oui. qui était avant lui. Euh, et ça, pour moi, la révélation qu'a été Hill, c'est avec les années, Oui. c'est de voir que je pense qu'il a fait un travail incroyable Mm. d'identifier quelles sont effectivement ces lois du succès, donc lui ce qu'il appelle les 17 lois du succès, Mhm. cette loi du succès sur comment fonctionner, comment interagir, que ce soit à l'intérieur de soi, que ce soit avec aussi les parties prenantes. Tout à fait. Et il y a des concepts que je trouve incroyables qui pour moi sont dans mon quotidien. Tu vois, là notamment, je pense au mastermind, donc un ensemble de personnes qui vont avoir un but commun sur lequel ben, on peut l'avoir tant au niveau de son couple, au niveau Mm. familial, que ce soit au niveau de son entreprise, Tout à fait. ou que ce soit entre entrepreneurs, ou encore entre autres personnes. Hein. On peut avoir ça dans une association ou que sais-je, mais avec une posture quand même très particulière qui est l'harmonie, qui est à ce que bah, chacun s'y retrouve. Tout à fait. Et tu vois, dans ce que je vais souvent évoquer, je vais évoquer des choses sur lesquelles il en parle et je vais le mettre en application par rapport aux situations des gens. Donc, par exemple, ce qui est complètement indispensable dans ces situations de mastermind, c'est ce que j'appelle, moi je nomme souvent comme le donner et recevoir. Mm. Donc, tu vois, je le mets dans des termes qui sont compréhensibles et qui en même temps sont essentiels. Oui. Essentiels parce qu'on le retrouve dans plein de choses. C'est-à-dire que quand je suis dans une relation entre associés, on doit être dans le donner et recevoir entre nous. Mm. Dès qu'il commence à y avoir un déséquilibre, on est en train de semer la graine de ce qui va mal se passer. Mm. Et équilibre veut pas dire je te donne un, tu me donnes un.
Non, Oui, des fois c'est 10 et plus tard l'autre va me donner 15 et moi je vais redonner 10 et l'autre va me donner 30. C'est pas une réciprocité à la minute, mais qu'on soit sincèrement dans cette démarche-là. Les talents, on parlait des talents tout à l'heure, eh bien nos talents, c'est l'usage de nos talents, mais c'est aussi nourrir nos talents. Et donc, sur nos talents, on est aussi dans le donner et recevoir. On doit donner, donc les utiliser, et on doit recevoir aussi ce qui nourrit nos talents. Donc en fait, tu vois, c'est des principes qui s'appliquent dans plein de choses, au-delà même de ce que des fois il a pu évoquer dans ses ouvrages, et sur lesquels je me suis rendu compte qu'il parlait de presque, et je dis presque pour pas être dans une certaine prétention, parce que c'est pas du tout l'objet de l'échange. On pourrait dire presque universel dans la vie, tu vois. c'est même universel. Je vais même dire, c'est des lois universelles, hein, donner, recevoir. La règle d'or, fais à ton prochain ce qu'il t'aimerait qu'il te fasse et pense de ton prochain ce que t'aimerais qu'il pense de toi. Ça revient à l'aspect du coaché et du coaching. Si le coach a un certain doute, bah, il le transmet parce que C'est ce effectivement, qu'on il a va parlé tout à l'heure. penser, Ouais. effectivement, Napoléon Hill, il en parle. Et donc, tout au long de notre échange, en arrière-plan, j'avais ce prisme-là et à chaque fois, j'ai C'est retrouvé ça. les 17 lois du succès et tu les Voilà. nommes dans la vie quotidienne, quoi. Donc, c'est C'est excellent. ça. Et du coup, voilà ce que j'en fais. C'est que soit j'ai quelqu'un pour qui c'est important, tu vois, ça fait partie de son référentiel, auquel cas on peut aller Gratter avec les termes. gratter, Ouais, soit utiliser des termes du référentiel de Hill, soit même faire un coaching qui est comment je mets en application les lois du succès, parce que bah, du coup, quand on les met en application, à nouveau, on est challengé. mm, À nouveau, ça nous met face à nous-mêmes, et là, il y a du savoir-faire et du savoir-être. tout à fait, Donc, on peut faire du mentoring sur le savoir-faire et du coaching sur le savoir-être. tout à fait. Donc, soit c'est quelqu'un qui est effectivement dans cette démarche, soit c'est quelqu'un qui est dans une démarche différente, mais dans le fond, en fait, ça va faire partie de ce référentiel que je vais partager sans forcément mentionner il. Il y a des cas avec des entrepreneurs, c'est quand même très souvent où je les invite à lire. Mm, Notamment, je les invite à réfléchir, à lire Réfléchissez et devenez riche. tout à fait. Pourquoi? Parce que ça va aborder quelques petites règles que je trouve quand même plutôt bienvenues dans le management, quelques petites règles que je trouve plutôt bienvenues dans la manière dont on va manager son business, et Tout à fait. notamment avec le mastermind, parce que de toute façon, on ne réussit pas tout seul. C'est ça. Hein, l'être humain, de toute façon, tout seul a de fortes chances de mourir. Hein, on réussit Mm, ensemble. c'est clair. Et ça, pour les inviter à s'ouvrir et aller au-delà de ce qu'ils avaient pu envisager jusqu'à présent. Et en me disant, généralement, quand tu lis ça, ça fait des petites graines qui Oui, viennent semer ton inconscient. c'est ça. Et même si c'est pas conscient, au niveau de l'inconscient, je sais que tout ça pousse et que ça sera que du bon pour quelqu'un. Tout à fait. J'en ai même une entrepreneuse, pas une entrepreneuse, ouais, une bonne graine d'entrepreneuse que j'ai rencontrée en Thaïlande, qui donc travaillait avec sa sœur et puis je la trouvais très investie dans ce qu'elle faisait. Puis elle avait des rêves, elle avait des projets et en même temps sans avoir d'autre chose que son ressenti sur lequel s'appuyer en fait. Mm. Bah du coup là je lui ai offert parce que bon je pense que enfin, j'étais sûr qu'elle n'avait pas les moyens de s'offrir, on verra avec les années. Je lui ai offert une version en thaïlandais. Ah, super. J'ai vu la photo que tu as partagée sur T'as le vu, groupe hein, voilà, WhatsApp. c'est ça, quand Excellent. j'ai dit que j'en avais trouvé un. Ouais. Effectivement, ça existe, il y a deux publications en thaï, Mm. euh, mais qui coûtent un certain prix. Ah ouais, Ouais, parce en équivalent français, ça coûte 21 euros, quand même. ce qui représente quand même Un on va niveau dire de vie. presque 10% d'un salaire, on Oui, va dire 10% d'un salaire en taille, d'un quoi, tu vois. Thaïlandais, quoi. Mm. Voilà. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien si ça existait
de manière beaucoup moins chère. Et je me demande si notre ami qui était, je sais pas si t'avais entendu de ses vidéos ou lu son ouvrage, mince, comment il s'appelle, il m'échappe, qui est nigérien de mémoire. Pas Kémy, c'est pas. Polyhéménique. Poli, voilà. Poly, Le, j'ai dans la formation. J'ai pas lu son bouquin, mais j'ai. Hmm. Je crois que Poli, lui, il a pas réédité des versions de Napoleon Hill, mais je crois que ce sont ses livres qui sont Oui, oui, aussi très intéressants dans la mise en œuvre des principes, tout à fait. qu'il a offert à beaucoup d'enfants de son pays. Euh, Ça, c'est des choses que je trouve intéressantes, tu vois, Oui, oui, pour encore une fois quelqu'un qui a pas envie de s'ouvrir, qui a pas envie de bouger, oui, qui ça va pas ça l'intéresser. va pas Donc, l'intéresser. Donc, mais pour les autres, oui, ça peut changer beaucoup de choses, ou en super, tous les cas, de donner une représentation du monde différente, quoi. Ouais, super. Comme ça, sortir un peu de tout ce qu'on voit au quotidien et puis de se plonger Mm. dans une réflexion qui a plus de 100 années C'est d'expérience ça. et qui est issue Moi, de je trouve plus de ça 100 années incroyable. parce que lui aussi, il a fait des recherches, il a dû remonter plus de 100 années, ou voire 200 années à son époque pour cumuler et concocter, et même avant, parce qu'il a dû certainement travailler sur des ouvrages religieux, parce que c'est vraiment, je suis arrivé à la Mhm. synthèse où c'est même plus une philosophie de vie. Pour moi, c'est presque, quand je dis religieux, c'est qu'il y a un principe qui est tellement fort dans cette donnée et recevoir qui peut permettre de ne pas être en déficit spirituel. Parce que finalement, c'est ça la Ouais. vie, donner et recevoir. Mhm. Donc, excellent, excellent. Une petite dernière question, Cédric, avant qu'on ne ferme notre premier échange. Pour toi, quel est l'ingrédient, donc les bons ingrédients pour un coaching réussi, hein? Et comment savoir que cette réussite est atteinte? Voilà, grosso modo. Alors, bah, les bons ingrédients, c'est ce qu'on a parlé Ce avant, qu'on hein, a c'est dit. d'être clair sur entre le coach et le coaché et Tout à fait. qu'on soit bien effectivement dans une situation pour lequel le coaching est l'outil adéquat. Et quand je parle de coaching, là, je parle de coaching professionnel. Pour savoir si effectivement c'est atteint, bah, c'est d'être clair sur les objectifs. Oui, À partir du moment où on est clair sur les objectifs, ce que je veux atteindre, comment je sais que j'aurai atteint ces objectifs, et si on a la réponse à ces deux questions, bah là, en fait, on va savoir où on va. tout à fait. Et donc, on va pouvoir voir si effectivement ce coaching, il est réussi. Alors, un coaching réussi ne sous-entend pas comme quoi on va atteindre les objectifs. Mm. Parce que des fois, l'objectif, il était peut-être, et peut-être des fois qu'il est dépassé d'ailleurs, des fois, il n'est pas atteint, mais, entre guillemets, le coaché voit effectivement toute la progression qu'il a eue. C'est pour ça que bon, moi, plus ça va, plus je suis dans des accompagnements longs, donc qui durent une année ou plusieurs années. Et malgré le fait que ça dure comme ça dans le temps, la plupart du temps, on va prendre un temps, souvent trimestriel, pour faire le point sur l'accompagnement. Quand on fait le point, ben, ça permet aussi au coaché ben, de regarder d'où est-ce qu'il était et là où est-ce qu'il en est arrivé, Mm. pour lui permettre d'effectivement de voir, de constater tout le chemin qu'il a parcouru. Parce que c'est pas foncièrement grave de ne pas atteindre son objectif. C'est surtout d'avoir avancé dans la direction de ce qu'on veut et où éventuellement avec la réorientation de ce qu'on veut, parce que ça peut nous amener Ça a aussi à ça, changé. et de voir qu'effectivement, on est quelqu'un de beaucoup plus grand que on était au moment où on a commencé. Tout à fait. Super. Bon, bah écoute, Cédric, merci en tout cas pour cet échange Avec un grand passionnant. plaisir. Donc, on va partager ça dans les réseaux de Trois Lunes Diffusion. On a un deuxième échange à faire. Je pense qu'on le fera Yes. ultérieurement sur le coaching de groupe. En Ouais, tout avec grand cas, plaisir. ça nous permet, en tout cas, moi, ça m'a permis, à titre personnel, de connaître le métier de coach et puis de Hmm. savoir un peu que peu importe là où on est, on peut faire mieux. Faire mieux n'est pas dire souffrir, on peut le faire mieux intelligemment, on peut avoir des éclairages, on a besoin de travailler en équipe, en groupe, avec Hmm. cette bienveillance, cette confiance et aussi cette authenticité que tu dégages. Donc, en tout cas, merci. Nous mettrons toutes tes informations en barre d'infos.
Et puis, Avec on se plaisir. retrouve très prochainement sur les antennes de Trois Lunes de Fusion pour parler du coaching de groupe et puis de tout ce que tu fais qui est vachement, vachement passionnant et concret. Parce que finalement, quand ils entendent le mot coach, on pense à quelque chose d'assez abstrait. Mais ce que tu nous as dit là, c'est vraiment concret. On progresse, on le voit, on a écrit nos objectifs, soit on les a atteints, soit on sait, on a progressé. En tout cas, c'est du concret, concret. C'est pas c'est de l'éphémère, de la fumée ou voilà, c'est concret. Et ça nous donne une perspective beaucoup plus encourageante pour l'avenir. Et puis, moi, en tout cas, je me suis régalé. Merci, Cédric. Merci à toi, Bas. À Belle journée. bientôt. Bonne journée.